Deuxième partie de l'Africa Newsroom, nous sommes toujours avec Emmanuel Dupuy, président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe, professeur associé à l'Université Paris-Sud, Emmanuel Nkouzou-Mouami, analyste économique et politique, Kerwin Maïzo, analyste politique. Nous parlions donc de cette affaire Bosasa en Afrique du Sud qui fragilise peut-être le président Cyril Ramaphosa. Kerwin Maïzo, c'est une affaire sans conséquence, comme l'a dit un petit peu tout à l'heure Emmanuel Nkouzou-Mouami. C'est une affaire politiquement sans conséquences, mais sur le plan général, il y aura quelques conséquences parce que quand on bâtit toute sa stratégie électorale pour accéder à la tête du parti en ayant un discours contre la corruption, ça fait mauvais genre d'être pris soi-même la main dans le pot de confiture. Donc là, ça fait quand même assez mauvais genre. Et puis, lorsqu'on est passé de l'ANC révolutionnaire, ensuite on est devenu un homme d'affaires, ensuite on est devenu syndicaliste, après président de la République, il faudrait être clean parce que lorsqu'on fait une espèce de traçabilité et qu'on découvre des ardoises, c'est pas bon. Alors, la campagne électorale, la seule conséquence, c'est la campagne électorale va être un peu dur pour lui, d'autant plus que les débats en Afrique du Sud pendant la période électorale est assez démocratique et je pense qu'au niveau de certaines chaînes de télé, il sera en très mauvaise posture pour se défendre par rapport à cette affaire. Mais sur le plan, je pense, pénal et consort électoral, il n'y aura pas de conséquences. Au niveau électoral, vous pensez qu'il n'y aura pas véritablement de conséquences pour le parti, quand on sait que, quand on connaît la débâcle électorale qu'a subi l'ANC au municipal de 2016? Oui, ils vont subir une débâcle. Peut-être le parti national va avoir un peu plus de députés, mais si on regarde, si on fait vraiment une cartographie électorale, si on se met à compter, ils vont perdre peut-être quelques députés, mais la réalité de l'histoire, c'est qu'ils seront toujours majoritaires au Parlement sud-africain pour encore quelques années. Donc, je pense que sur le plan électoral, il n'y aura vraiment pas de conséquences avec impact. Emmanuel Dupuy? Non, je partage ce point de vue. Il y a encore une fois la force tout à fait symbolique de l'ANC qui reste un puissant vecteur de légitimité politique, non seulement en Afrique du Sud, mais par extension et par rapport à l'histoire d'autres pays qui sont nés aussi de la proximité intellectuelle, pour ne pas dire pour certains combattants. Donc il y a encore cette réalité-là, avec une réalité que l'on voit un petit peu partout sur le continent africain, mais bien au-delà, d'une forme de leadership politique. Les citoyens redécouvrent la notion de souveraineté, et c'est vrai en Afrique comme ailleurs, redécouvrent la vertu d'un chef d'État qui amène des résultats économiques, et c'est ça, c'est ce sur quoi il sera jugé. Pas tellement la corruption, pas tellement les affaires qui le jugent, qui le minent ou qui grèvent son parti politique, mais sur la capacité à apporter l'Afrique du Sud dans une dynamique dans laquelle elle s'était inscrite il y a 10 ans en s'associant à des pays en émergence économique et maintenant en émergence politique. La vraie question, c'est est-ce qu'il va pouvoir s'imposer comme un leader mondial? Et de ce point de vue, j'ai mis quelques doutes parce qu'encore une fois, il est peut-être trop miné, trop entraîné par ses affaires intérieures, par le caractère domestique, les exigences domestiques ou son agenda domestique. Emmanuel Nkouzou. Je continue de penser que l'impact est mineur, d'autant qu'il a commis un geste qu'on peut qualifier d'éthique, de reconnaître au moins l'origine quelque peu pas claire de ces fonds-là. On parle des fameux 32 000 euros, d'abord par son fils et puis par le président de la société. Et puis bon, aujourd'hui, il a du mal à s'en sortir de façon aussi claire et nette, mais au moins, il a fait un effort éthique qui était celui de reconnaître qu'il y a eu faute. Bon, c'est déjà ça. Et je rejoins cette fois-ci Emmanuel sur un autre volet, qui est le volet purement économique. Les Sud-Africains, pour 32 000 euros, enfin même pour 100 000 euros, on peut passer l'éponge. Ce n'est pas ça le problème. Le problème aujourd'hui, c'est la santé. Le problème, c'est également l'éducation. Le problème, c'est également l'alimentation, avec les questions de terre dont on a parlé tout à l'heure. Ça, c'est les questions de fond qui intéressent les Sud-Africains. Ils ne vont pas voter en se disant « oui, il y a eu corruption », on va vous dire « mais les corrompus, il y en a beaucoup dans ce pays ». En revanche, on va se poser la question, est-ce que l'Afrique du Sud, aujourd'hui, dans la compétition mondiale,
et aussi avec d'autres pays africains qui montent. Il y en a, on va en parler, peut-être le Nigeria, le Ghana, c'est des pays qui montent également. Et est-ce que l'Afrique du Sud a une capacité à garder le premier rang, ou alors il va se laisser distancer par le Nigeria, comme c'est déjà depuis 2 ans, comme c'est déjà depuis 2 ans, ou est-ce que l'Afrique du Sud, avec sa capacité de base industrielle, qui est quand même pas négligeable par rapport au Nigeria, va-t-il transformer réellement ce potentiel-là en réalité pour que les Sud-Africains vivent mieux? Ce qui intéresse les Sud-Africains, c'est d'abord le développement. Les affaires de corruption, à la limite, pour la plupart, ils se disent on est habitué. Ça devient plutôt une affaire à la fois de la justice, parce qu'il faut quand même combattre la corruption par des instruments juridiques, d'autre part par les opposants politiques qui vont exploiter effectivement cette faille-là sur la moralité de la personne. Mais l'ANC étant en partie, même si la difficulté financière, mais c'est une grosse machine électorale. Donc cette grosse machine-là, il va fonctionner. Et elle fait déjà bloc derrière Ramaphosa aujourd'hui. Donc c'est cette machine-là qui va de toute façon continuer à faire écran sur l'ensemble de toutes les difficultés qui pourraient l'atteindre. Et pour corroborer vos propos, la priorité là actuellement, c'est la lutte contre la pauvreté. Il a instauré un salaire minimum. Bon, ça effraie tout un pan de l'économie parce qu'il y a des sociétés, des particuliers qui ne pourront pas suivre. 20 rounds, salaire minimum, 1,5 € à peu près, ça effraie certaines personnes. Il a commencé la réforme agraire, mais comme les juges s'y sont mis, par exemple, en attribuant des terres à des communautés rurales, ça fait fuir des investisseurs. Mais bon, il doit lutter sur ce plan. Pardon, mais ces questions-là sont avant tout portées par les combattants pour la liberté économique de Julius Malema, notamment la réforme agraire. Là, c'était quand même une question défendue depuis plusieurs mois par ce parti. Et enfin, avec l'arrivée au pouvoir de Cyril Ramaphosa, c'est là où l'ANC a récupéré cette question. Ramaphosa, c'est un syndicaliste, donc c'est des questions qu'il connaissait. Et puis, il a encore un gros chantier. Ils ont un déficit énorme en électricité. Oui. Et c'est là empêche quand même l'industrie lourde de tourner normalement. Donc, il faut déjà qu'il soit capable de résorber les déficits en électricité. Et puis, la diplomatie sud-africaine, déjà, au niveau de la SADC et des BRICS, n'est plus la diplomatie qu'elle a été. Vous savez, l'arrière-cour sud-africaine, là où il y a les débouchés, les Zimbabwe et la République démocratique du Congo, ce sont des pays mal en point. L'Afrique du Sud devrait normalement, un pays qui a une armée quand même assez puissante, devrait normalement aider à résoudre des problèmes dans ces pays-là pour garantir ces débouchés économiques, ce qui n'a pas été le cas. Je pense qu'il y a beaucoup à faire sur le plan diplomatique, surtout en Afrique, pour que sa voix soit audible au niveau des BRICS. Parce qu'au niveau des BRICS, l'Afrique du Sud fait office d'une espèce d'ambassadeur de tous les pays africains. Mais on l'entend oui, mais de moins en moins. Je pourrais ajouter quand même que l'Afrique du Sud est plus audible que le Nigeria, même si économiquement le Nigeria porte aujourd'hui l'Afrique comme étant la première puissance effectivement montante, mais l'Afrique du Sud a déjà montré sa capacité à stabiliser l'Afrique australe, qu'on le veuille ou non. Si le Zimbabwe en est là aujourd'hui à un état relativement stable avec les difficultés qu'il a connues, notamment par les différents embargos qu'il a subis, c'est grâce à l'Afrique du Sud. Si le Mozambique commence à se redresser aujourd'hui, c'est grâce à l'Afrique du Sud. Donc c'est une puissance incontestable dans la région de l'Afrique australe. C'est une puissance qui aujourd'hui encore rayonne en Afrique centrale et en Afrique orientale. Cette capacité, l'Afrique du Sud l'a. La difficulté que rencontrent les Sud-Africains aujourd'hui, c'est de dire, va-t-on transformer cette puissance potentielle, à la fois militaire, économique, il ne faut pas le nier, en une puissance économique réelle pour les habitants. C'est ça la difficulté aujourd'hui majeure. Emmanuel Dupuy, pardonnez-moi. Il y en a deux. Je suis en accord avec Emmanuel. Non, je rajoute qu'évidemment, il y a une autre dimension. Tout ce qui a été dit est vrai et je le partage à 100%. Avec quand même une autre réalité, c'est que dans les BRICS ou dans la sociologie des BRICS, l'Afrique du Sud apparaît comme une sorte d'exception. Vous avez un parti nationaliste hindouiste au pouvoir en Inde. Vous avez un président russe qui entame son 4e mandat avec un certain nombre d'interrogations sur la trajectoire démocratique qui le guide dans son pays ou dans son voisinage. On le voit bien avec les événements en Ukraine. Vous avez un président Xi Jinping qui est élu jusqu'à la fin du temps. Voilà, au moins jusqu'en 2049, parce que je crois qu'il veut au moins tenir jusqu'à là. Je ne sais pas si la santé le permettra. Et bien évidemment, Jair Bolsonaro a ramené une nouvelle réalité au Brésil, d'une sorte d'émergence d'une démocratie illibérale. Donc l'Afrique du Sud apparaît comme un vrai test, un vrai laboratoire. Est-ce que dans ce pays qui fait jonction entre les coopérations sud-sud atlantiques, l'émergence de la zone Asie-Pacifique, Indo-Asie-Pacifique, est-ce que l'Afrique du Sud, évidemment comme vecteur des 53 autres
pays reconnus à l'ONU, je précise bien j'indique 54 pays, que évidemment elle peut être la voix de ces pays au moment où, et j'en terminerai par là, la France a dit qu'elle voulait réouvrir la question de la représentativité au sein de l'ONU, au sein du G7, en élargissant au G10, elle n'a pas évoqué l'Afrique du Sud, mais bien évidemment cette question va sans doute mettre encore plus de pression sur l'électorat pour faire en sorte de pardonner peut-être, ou de faire comme si c'est une question qui, somme toute, assez traditionnelle dans la vie politique de l'Afrique du Sud, parce qu'il y a des enjeux autrement plus importants pour le développement économique du pays. Kerwin Maïso, peut-être un dernier mot? Juste préciser qu'il faut beaucoup regarder aussi les partis nationaux qui reprennent du poil de la bête et qui jouent quand même une espèce de rôle de tampon. Et je pense que leur voix sera très importante dans le débat pour que ça ne donne pas l'impression que ce soit un débat, comment dirais-je, négro-africain, mais que ce soit vraiment un débat de la République arc-en-ciel, l'Afrique du Sud, parce que les partis nationaux issus quand même des gens qui sont reconnus par rapport à leur orthodoxie financière, orthodoxie de gestion. Je pense que leur point de vue sera très important. Voilà donc pour cette affaire Bosasa. Emmanuel Dupuy, alors Emmanuel Kouzoumoumi, décidément, vous voulez rajouter juste un dernier mot simplement. L'Afrique du Sud, dans le BRICS en question, avait été introduite, vous savez, pour introduire le continent africain dans la cour des grands. Alors, si vous regardez, l'économie sud-africaine était moins structurelle que celle de l'Iran ou d'autres pays qui sont beaucoup plus puissants que l'Afrique du Sud en termes d'économie. En revanche, s'agissant de l'énergie, parce que c'est l'un des vecteurs du développement de l'énergie électrique, l'Afrique du Sud, dans l'Afrique subsaharienne, j'enlève donc toute l'Afrique du Nord, c'est le pays qui est quand même le mieux doté. Le problème aujourd'hui, c'est la redistribution. Et autant pour les terres que pour l'économie elle-même. Donc les enjeux que nous avons devant nous, qui vont peut-être aussi peser dans la présidentielle, dans les élections même qui vont arriver bientôt, c'est la capacité d'emporter, ou tout au moins d'entraîner toute la population sud-africaine, les 51 ou 52 millions, dans ce développement-là. Donc l'énergie va être un élément central, comme ça l'est les infrastructures ou les questions de développement industriel. Merci beaucoup, messieurs, pour vos explications. Vous restez avec moi sur ce plateau. On marque une très courte pause et on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite.